Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, ce verdict en appel dans le procès Corneille Nangaa et ses complices. La haute cour militaire a requis la peine de mort contre Corneille Nangaa, accusé de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Tous ces biens seront vendus aux enchères. D'autres précisions à travers ce journal. Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans le Congo suite à une mystérieuse épidémie. L'origine de cette maladie reste inconnue, mais pas plus tard qu'hier, le ministre de la Santé publique, lors du briefing presse, a apporté des précisions sur le travail des équipes sanitaires dans cette partie du pays. Les détails dans un instant dans ce journal. C'est la peine maximale du premier degré qui a été reconduite en appel par la haute cour militaire siégeant en matière répressive à la prison militaire de Ndolo. Corneille Nangaa et ses complices ont été condamnés à mort par contumace. Une sanction exemplaire a reconnu le ministre de la Justice Constant Mutamba. Pour d'autres accusés en cavale, un mandat d'arrêt international a été lancé. Ajoutez à cela la saisie de leurs biens. On y revient dans nos prochaines éditions d'information. En images et commentaires, après avoir pris part au match des galas pour le soutien aux enfants victimes de la guerre d'agression, ces enfants déplacés ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Kaningini Kingi. C'est un reportage signé Anim Balaka et Patrick Badibanga. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chamboumoua Vital, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïndombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État. La restitution de l'itinérance en province du chef de l'État, les questions liées à l'environnement et celles d'actualité sur l'épidémie d'origine inconnue qui fait des victimes dans le Congo. J'en parlais dans les titres, les briefings presse avec le ministre de la Communication et Médias, la ministre d'État en charge de l'environnement et celui de la santé publique étaient devant la presse, nous dit Jacques Gabouaba Mugumina Sedouga. Lors du briefing presse tenu le jeudi 5 décembre 2024, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Samuel Roger Kamba. Thème central, restitution de la récente mission d'itinérance des chefs de l'État dans les provinces du Tanganyika, Otuele et Bazoueli. Parlant de l'étape de Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, où le président de la République a présidé du 27 au 29 novembre 2024 la 11e session de la conférence des gouverneurs, Patrick Mouyaya Katembwe a rassuré que le gouvernement, sous la conduite de la première ministre Judith Soumina Toulouka, attache profondément une importance capitale au développement et à la stabilité des provinces, suivant la vision du garant de la nation. Le programme PDL 145 territoires, aujourd'hui, a dépassé, je pense, le 857 ouvrages. Dans les ouvrages attendus dans le cadre de PDL, c'est à peu près 1200 écoles, je crois plus de 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. C'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on investit dans tout le coin de la République. En même temps, imaginez
le centre de Mutoa qui vous permet de faire des examens de radio à distance, imaginez de l'avoir partout. Le fameux maillage dont parlait le ministre de la Santé aura déjà été fait et c'est dans ça que nous sommes avec la première ministre Judith Souminois. La ministre d'État F. Bazaïba a pour sa part salué l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à poser des actes palpables. Elle n'a pas manqué à apprécier la ronde effectuée tout récemment, insistant sur la nécessité pour les gouverneurs des provinces de prendre leurs responsabilités pour améliorer les failles. L'initiative de l'itinérance prise par le chef de l'État, ça permet de booster la gouvernance au niveau de la base. Il n'a pas suffi seulement pour lui de parler de PDL 145 territoires, mais encore qu'il est en train de procéder à des tournées. Je souhaiterais vraiment que cette impulsion-là soit faite aussi par les gouverneurs au niveau de tous les territoires. Les administrateurs des territoires font de même au niveau de tous les secteurs et chefferies. Les responsables des secteurs et chefferies font de même dans des groupements et les localités. Nous pensons que nous allons réussir. De son côté, le ministre de la Santé publique a salué les déplacements du chef de l'État à Kalemi, Bouta et Isiro, mettant en avant les efforts déployés pour la construction des hôpitaux de proximité en province. Le PDL 145 territoires, l'avantage que nous avons, c'est que nous rapprochons les soins de nos populations. Souvent, les gens nous disent, mais oui, mais vous avez commencé la gratuité de la maternité, mais il faut améliorer les soins. Alors là, le président de la République montre justement que c'est ça la stratégie que nous avons. Il y a déjà plus de 276 centres de santé qui sont construits, va permettre à ce que nos populations soient rapprochées de soins de santé de qualité. Le constat est sans équivoque. Briefing Presse fait école. Cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignements, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Sécurité, une réunion d'urgence tenue hier à Ndola en Zambie suite à l'accident survenu le dimanche dernier qui a causé un mort et plusieurs blessés. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani et son collègue de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadiamvita ont pris une part active à cette réunion. Bobo Anan Mokondi avec ses reportages. Suite à l'incident survenu le dimanche 1er décembre 2024 à la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo, occasionnant un mort du côté zambien et un blessé grave du côté congolais, une réunion en urgence s'est tenue à Ndola en Zambie entre les délégations de deux pays. La partie congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani, accompagné de son collègue de la Défense nationale Guy Mwadiamvita, ainsi que des responsables des services de sécurité et de défense. Au bout de plus de 8 heures d'échange, la délégation zambienne et congolaise ont souligné que cet incident n'a pas été commandité de part et d'autre. Les deux parties ont décidé de mettre en place une commission d'enquête constituée des experts congolais et zambiens. Question d'apporter la lumière sur les circonstances ayant occasionné cet incident. Bien avant, elles ont parlé de la nécessité de préserver la paix et les relations historiques de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Notre présence en ce lieu traduit la vision et la volonté de nos deux chefs d'État, leur Excellence M. Haïkande Hichilema, président de la République de Zambie, et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. À l'issue de cette réunion d'urgence, les responsables de deux pays ont convenu de la nécessité d'enclencher un mécanisme de concertation de la commission mixte défense-sécurité RDC Zambie. Et à Kinshasa, le patron de la police, Blaise Kilimbalimba, a fixé l'opinion sur les mesures sécuritaires prises pour mettre fin à l'insécurité Rodépanda. Pour plus de détails. Vigilance tous azimuts recommandée aux conducteurs de taxi-moto qui transportent les passagers, notamment dans la ville de Kinshasa, la capitale. C'est en ces termes que le commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise de la police ville de Kinshasa s'est adressé aux motocyclistes, aux présidents des motocyclistes, au cours de l'audience leur accordée
Dans aucun pays du monde, on peut mettre un policier derrière chaque personne, a déclaré le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Il faut travailler la nuit, c'est difficile et avec beaucoup de risques d'insécurité. Seuls les policiers de la circulation routière qui peuvent arrêter les motocyclistes. Il faut savoir respecter les lois du pays. Votre liberté ne peut pas se transformer en libertinage. Et ta liberté se limite lorsqu'on les droits des autres. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a par ailleurs exhorté les conducteurs de mototaxis opérant la nuit à s'abstenir de transporter les policiers en tenue et toute personne en uniforme. La sécurité de la population vaut l'implication de tout le monde. Autre chose, la construction de nouveaux centres d'apprentissage des métiers dans le Congo profond. Ces sujets et tant d'autres ont été évoqués au cours d'une séance de travail qu'a eu le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Lukombo, et les élus nationaux, membres de la commission socio-culturelle. Suivez cela en images et commentaires. Représenté par les députés nationaux, Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, deuxième vice-président, Motanga Lema et André Mouchongo, tous deux rapporteurs, le bureau de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale a échangé avec le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, venu personnellement s'entretenir avec le ministre. Dans leur démarche, les élus du peuple entendent accompagner celui qui gère ces vastes secteurs pour l'aider à réussir sa mission depuis son avènement à la tête de ces ministères du portefeuille du gouvernement. Les députés nationaux, hôtes du jour du ministre, ont été édifiés sur l'état des lieux de ces ministères, sa vision et les réformes envisagées, dont celles déjà en cours, notamment l'élaboration du plan politique national de la formation professionnelle en cours, la procédure de viabilisation des centres de formation professionnelle, les projets de la révisitation du cadre organique du ministère, la problématique des infrastructures, la nécessité de la mise en place d'un plan officiel de certification, la nécessité d'avoir des référentiels pour une harmonisation des programmes. Tout a été expliqué par le ministre Marc Ekila. C'est un secteur très important de par le fait de la détermination du chef de l'État pour la création de la nouvelle classe moyenne. De comprendre qu'il englobe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre de ce qui se passe là et là avec le comportement de certains désœuvrés qui ne sont pas formés. Et le ministre, il a un plan de travail qui est vaste et qui est beaucoup plus réaliste. Le bureau de la commission socio-culturelle a évoqué la problématique de la construction des centres, même dans les fins fonds du pays. Le port international de Matadi dans la province du Congo central, c'est ISO Standard international des travaux pour sa modernisation, ont été lancés comme en témoignent les images. Ces équipements destinés au port à conteneurs de l'ONATRA, c'est un reportage de notre confrère Chris Sumbula de la RTNC 2. Le port international de Matadi est en train de connaître une transformation remarquable grâce au contrat de concession signé par le gouvernement de la RDC et la société MCTC. Cette dernière est passée à l'action pour moderniser le port à conteneurs de l'ONATRA. C'est dans cette optique qu'un bateau a accosté depuis la semaine dernière avec à son bord des équipements technologiques de dernière génération pour accélérer le rythme du travail. À l'instar de la modernisation, le MCTC devra aussi assurer l'équipement et l'exploitation du terminal. Déjà, au nombre des engins de cette première cargaison perçus au port figurent des autogrues, des fourguettes, des tracteurs, des remorques portuaires, des machines de manutention des conteneurs et bien d'autres. Ces équipements sont constitués de 6 autogrues, de 10 tracteurs avec les remorques associées et ensuite d'autres équipements qui permettront la manipulation des conteneurs au niveau du parc. Et le guichet répondant aux normes internationales est déjà disponible. Le client aura la possibilité de se rendre au guichet de l'Eurobank, donc une caisse avancée qui se situe au même niveau, pour réaliser les formalités relatives au paiement.
Outre la mise en place d'un guichet moderne, les travaux ont effectivement commencé avec la clôture de l'espace concédé au MCTC, soit les quais 5, 6 et 7, tels que stipule la lettre d'instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Durant le déroulement du projet, plus de 3000 emplois seront créés et certains agents de l'ONATRA vont être transférés à MCTC. Bouclons ces chapitres des infrastructures avec les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza. L'Office de voirie et drainage déterminé à trouver des solutions à la misère qu'endurent les populations de Kimwenza et campus universitaire pour traverser le pont reliant les triangles et les sites de l'Institut supérieur des techniques médicales et de l'université et l'université de Kinshasa, l'OVD venait d'acquérir de moyens pour une bonne prise en charge. Une forte délégation conduite par le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba-Chikela, qu'accompagnait le bourgmestre de Mongafula, de l'élu de cette municipalité ainsi que les notables de ce coin de la capitale pour évaluer et lancer officiellement les débuts des travaux de réhabilitation de cette route. Le directeur général de l'OVD a rassuré les habitants de doter aux usagers de cette route une infrastructure moderne. Nous sommes ici au niveau du triangle, mais le projet concerne l'ensemble de la route Kindélé. Mais le point faible, c'est le triangle. C'est là où nous avons voulu commencer les travaux. Nous avons un grand problème ici, c'est le problème d'assainissement et le problème d'éclairage. Avec l'entreprise, nous avons pris la décision de surélever les ponts, qui est un grand obstacle. Mais pas seulement surélever le pont, mais assurer l'éclairage sur cette rivière de part et d'autre. Du côté c'est Mongafula comme du côté Lemba. Satisfait de l'implication du gouvernement central de voler au secours de ses gouvernés, Séverin Lumbu Malamba fait une précision détail. Je suis très content parce que tout ça entre dans la vision du chef de l'État. Cela est en train de se matérialiser. Et nous, en tant qu'autorité municipale, nous nous mettons au service de la population pour qu'une solution définitive soit prise. Notons que le lancement de ces travaux constitue une réponse satisfaisante aux desiderata des usagers de cette route d'utilité publique. Environnement, plus de 3 millions d'arbres seront plantés sur toute l'étendue du territoire national. Déjà la première phase des plantations d'arbres est intervenue hier à l'université de Kinshasa à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. C'est un papier d'Iverson Kabouaba rendu par Gaëtan Magalano. C'est un objectif affiché, atteindre 3 500 000 arbres à travers le territoire national à l'horizon 2030 en vue de restaurer le couvert forestier de la RDC. C'est ce qu'on peut retenir du lancement officiel de la première phase de plantation d'arbres sur le site universitaire de Kinshasa par Set of Color Foundation en collaboration avec l'université de Kinshasa dans le cadre de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque le 5 décembre. Le conseiller du chef de l'État en matière du projet, Emmanuel Omangela, en a donné le sens. Donc, l'objectif ici fondamental, c'est d'aller dans le sens de la vision du chef de l'État, qui voudrait voir 1 milliard d'arbres plantés. Nous avons tiré notre espace. Il faut également qu'on intègre la question environnementale dans notre quotidien, notre comportement, nos attitudes vis-à-vis de cet espace. L'arbre est fondamental dans le cycle de l'oxygène, tout comme dans le cycle de l'eau. Christiana Omba, élève de la 6e année primaire, a été choisie comme ambassadrice de l'environnement. Je suggère à tous les élèves de l'EPMA 2 et du groupe scolaire du Mont-Amba et de la République démocratique du Congo de planter au moins un arbre par an pour lutter contre la déforestation de l'arbre. Lancé dans le complexe du groupe scolaire Moamba par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, ces projets s'inscrivent dans la philosophie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'environnement son cheval de bataille, faisant ainsi de la RDC un pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est tenu à Kinshasa un atelier de formation sur la communication digitale de personnes vivant avec handicap. Le 3 décembre de chaque année
une journée dédiée aux personnes vivant avec handicap. Occasion aussi bien indiquée pour la MONUSCO en organisant cet atelier de formation en communication digitale et la lutte contre la désinformation, mais aussi contre les discours de haine dans leurs milieux respectifs. Autour du thème pour cette formation consacrée à la sensibilisation des centaines de personnes handicapées et vont dans différents domaines d'activité. Circonscrivant l'événement, Madame Aïssa Tondeye Laba a rappelé en précisant que cet atelier s'inscrit dans la dynamique de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. 85% de ces personnes qui vivent en situation de handicap sont obligées de recourir à la mendicité. Dans cette situation, elles font face à la discrimination et bénéficient de très peu d'aide au regard de leurs besoins. Peter Ngoy, le responsable de la structure d'Esquisse Boss, a pour sa part indiqué que cet atelier vise à outiller les personnes vivant avec handicap à devenir des acteurs du changement, alliés de l'inclusion dans leurs communautés respectives. Pendant les exposés des différents animateurs de modules, c'était une autre étape de partage de leur expérience sur les réseaux sociaux. La remise des bourses aux participants qui ont excellé avec distinction dans les ateliers était le couronnement de la fin de cette formation. Santé, les programmes de la gratuité de la maternité, l'un des volets importants de la couverture santé universelle. L'atelier sur l'évaluation de ces programmes s'est clôturé. Cédric Enina nous en parle à travers ses reportages. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 décembre 2024, les partenaires et prestataires qui accompagnent le programme de la gratuité de la maternité ont passé en revue une année après les actions dégagées dans le cadre de la mise en œuvre de ce majestueux programme en s'appuyant sur les indicateurs statistiques des performances dans 13 provinces couvertes par la gratuité de la maternité. Cet atelier a mis en lumière 3 leçons essentielles, à savoir la coordination multisectorielle, la digitalisation ainsi que l'engagement communautaire très engagé dans la matérialisation de la gratuité de la maternité tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, le docteur Polydor Mbongani Kabila, s'est exprimé en ces termes. En termes de redevabilité, dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, il est toujours prévu que nous puissions avoir des revues régulières. Et celle-ci tombe à pic parce que c'est une revue qui est venue pour essayer d'examiner quelle a été la première année de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, particulièrement le programme de la prise en charge de la femme enceinte, des accouchés et du nouveau-né. Tout en saluant le rôle joué par tout un chacun, le coordonnateur Polydor Mbongani Kabila a rappelé qu'à long terme, l'objectif est de transformer le système de santé congolais en levier majeur du développement économique et social aligné sur les objectifs du développement durable. Lutte contre la poliovirus sauvage dans la province du Lualaba. La campagne de vaccination a été lancée hier dans la zone de santé de Dilala. 5 commentaires de Ricardo Bambeka. Dans la zone de santé de Dilala, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a officiellement été lancée ce jeudi 5 décembre 2024. C'est la bourgmestre de cette entité qui a donné le go de cette 4e phase destinée aux enfants de moins de 5 ans pour une durée de 3 jours, soit du 6 au 8 décembre. Françoise Mangweji Kouara a exprimé la volonté manifeste du gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka de protéger les enfants contre le risque et les effets néfastes de la poliomyélite. La patronne de Dilala a recommandé en outre aux parents de respecter scrupuleusement cette vaccination de routine afin de renforcer le système immunitaire des enfants de 0 à 5 ans. Vacciner, c'est protéger les enfants. Si nous avons initié cette campagne, c'est justement pour que nous puissions garder et protéger nos enfants en bonne santé. Quand un enfant tombe malade, c'est toute la famille qui en pâtit et qui souffre. Et donc, laisser les enfants se faire vacciner, c'est les protéger. À titre symbolique, FMK a administré des gouttes de vaccin à quelques enfants avant de rejoindre d'autres dans leur ménage. Pendant les 3 jours consacrés à cette fin, les vaccinateurs se rendront dans des ménages, églises, écoles, marchés publics
et autres lieux publics pour vacciner les enfants, a indiqué Françoise Mangojikoua, bourgmestre de la commune de Dilala. Le développement de la province du Sud Kivu, un atelier de concertation a été organisé à ce sujet, nous dit Émilie Kaindo. Déceler les problèmes majeurs du développement socio-économique en vue d'élaborer un plan quinquennal du développement, tel est l'objet de l'atelier tenu à Basilé, en territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Organisé par le consortium des organisations communautaires pour le développement durable, ces assises étaient une tribune pour y exhorter les parties prenantes à réfléchir sur le comment développer leur entité. Nous voulons éveiller la conscience dans cette chefferie, que chacun se mette au travail afin d'apporter un plus pour le développement de notre canton. Pendant 3 jours, 50 leaders communautaires de la chefferie de Basilé, les responsables des confessions religieuses, la société civile et le chef coutumier, le Mwami Kalenga, ont passé au peigne fin les différents points liés au développement de cette entité. Ce avant d'identifier les services sociaux de base pour chaque groupement. Le directeur général de l'hôpital de référence du territoire de Mwenga a salué la tenue de ces travaux qui vont permettre aux filles et fils de ces terroirs à s'investir pour le décollage de 2 collectivités, Basilé et Wamuzimu, aux énormes potentialités. D'où l'intervention de l'honorable député Patrick Mouniomo sur le PEDEL 145 territoires. Les données collectées dans le déchefferie ont permis d'élaborer les programmes d'aménagement de centres communautaires de développement dans les territoires de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Énergie, à présent l'électrification de plusieurs villages de Lubero, les forces vives du Nord Kivu s'intéressent à ces vastes projets. Suivez cela en images et commentaires. Réunis à la localité de Lukanga, territoire de Lubero, pour évaluer la suite réservée aux correspondances de la société civile et des élus nationaux et provinciaux sollicitant l'électrification de leurs entités par la Virunga Énergie, les membres du noyau de la société civile, force vive de plusieurs agglomérations, expriment sa crainte du détournement de ces projets vers les villes de Butembo et Beni au détriment de leurs entités. Nous venons exprimer le besoin pressant de la population qui ne comprend plus votre somnolence dans la matérialisation de ce projet d'intérêt communautaire, alors que cela fait déjà plusieurs années que le signal a montré que le courant est disponible à la tribune. Plusieurs correspondances des élus légitimes, nationaux, provinciaux et des noyaux de la société civile du territoire de Lubero à ce sujet restent jusqu'à ce jour lettres mortes. Rappelons les avantages et les objectifs de ces projets, notamment la réduction de l'envahissement des aires protégées par la population riveraine. Ces structures citoyennes soulignent leur souci de booster le développement qui peine à décoller dans cette partie de la RDC où des initiatives entrepreneuriales et des infrastructures communautaires souffrent du manque de l'énergie électrique. Ainsi, la population du territoire de Lubero exige entre autres le raccordement prioritaire des agglomérations, notamment Kipese, Kisombiro, Kasuo, Mulo, Lukanga, Masereka, Luutu et Magueria. Eu égard à ce qui précède, les structures de la société civile exigent primo, publiez votre chronogramme d'activité de raccordement afin d'actualiser et de rassurer les bénéficiaires du dit projet, car, dit-on, ce qu'on fait sans nous est contre nous. Secondo, accélérer le processus de l'électrification de dites entités. Cette synergie des noyaux de forces vives menace de passer à la vitesse supérieure si elle n'obtient pas gain de cause dans un délai raisonnable. À présent, ces reportages en rapport avec la révision constitutionnelle organisée à l'université de Kinshasa. Le statu quo, révision ou changement de la constitution en République démocratique du Congo a été au centre d'une matinée scientifique organisée ce mercredi dans la salle Kassai de l'hôtel Pullman à Kinshasa par l'Institut pour la démocratie et le leadership politique, IDLP en sigle, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. 4 professeurs d'université, politologues et juristes, notamment Jean-Michel Koumbi de l'UNIKIN, Germain Kounamaba, recteur de l'Université Congo, UCA, Pascal Mpiana de l'Université pédagogique nationale, ainsi que Devos Kitoko de l'UPEN également,
Et cette journée de réflexion a rassemblé les scientifiques de différents domaines dans l'objectif de ressortir des résolutions qui seront soumises à l'appréciation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux ont été clôturés par des mots du directeur général de l'IDLP, le professeur Mabiala Mantouba, et du président de la fondation Konrad Adenauer, Jacob Kerstan. C'est la fin de ce journal de Souzingoy Chiboui réalisé par Ramadan Poki et Pascal Sichot. Jean-Guy Ntseka était derrière la caméra. Madame, Messieurs, l'actualité continue sur nos plateformes, notamment RTNC.